Ok, bon, on passe maintenant au paladin. Le paladin. Alors, c'est la deuxième vidéo que je vais faire tout seul, après celle juste avant du démoniste, parce que le bourrin, encore une fois, il n'est pas ici. Donc je vais faire cette vidéo et la prochaine, normalement, il sera revenu. Donc ça fait deux vidéos de classe où je serai tout seul. La dernière vidéo a quand même duré un peu plus d'une heure. Je m'y attendais pas, alors que je suis tout seul. Laisse tomber, je suis un vrai moulin à parole. Mais j'espère que je dis des trucs intéressants, quoi, au moins. Bref, alors, le paladin. Quelle sorte de paladin on a en ce moment déjà? C'est ce genre de problématique qu'il faut se poser. Le paladin, on a du paladin mecha bien dégueulasse qui magnétise, il te tue. Euh, on a quoi encore? On a un paladin combo Shirvala qui parfois revient et fait des ravages de temps en temps. Paladin full aggro, pas trop, j'en vois pas. Voilà quoi, le paladin, il s'en sort pas si mal. Tu vois, il est là. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont lui apporter? Donc la quête déjà. On va dire la mécanique principale que les développeurs veulent mettre à la classe paladin. En général, c'est à travers les quêtes, je pense, la mécanique principale de la classe. Création de momie. Jouer 5 serviteurs avec réincarnation. Récompense bandelette impériale. Alors réincarnation, qu'est-ce que c'est? Réincarnation, c'est la nouvelle mécanique qui est introduite avec cette extension. Donc, Savior of Uldum. Et elle dit quoi? Elle dit qu'en fait, c'est un peu comme si c'était un râle d'agonie qui ressuscite la créature à un point de vie, mais qui ensuite, le râle d'agonie disparaît. Donc, c'est un râle d'agonie à utilisation unique. Voilà, faut le voir comme ça. T'as ton râle d'agonie, donc la réincarnation s'appelle. Tu tues la créature, par exemple une 5-5 pour 5. Elle revient en tant que 5-1. Mais cette 5-1, il me semble, et j'en suis convaincu, qu'elle est blessée. Donc c'est une 5-1 qui peut être amenée à 5 points de vie avec du soin. Donc c'est important de noter ça, c'est pas exactement la même chose. Dans des classes comme prêtre et tout qui peuvent soigner, c'est vraiment différent. Donc voilà, c'est ça la mécanique. Donc le but de la quête, c'est en jouer 5. Jouer, pas invoquer. Très important. Donc il faut jouer 5 serviteurs avec réincarnation. Pour le moment, à l'heure qu'il est, toutes les cartes ne sont pas sorties, encore une fois je le répète, loin de là. Il reste beaucoup de cartes, plus de 50 cartes qui ne sont pas sorties, notamment surtout en neutre. Il y a probablement pas mal de cartes réincarnation qui vont sortir. Il y aura des cartes dégueulasses qui seront injouables, il y aura certaines qui seront vraiment pas mal je pense, c'est comme ça d'habitude, qui feront en sorte de... on pourra voir à ce moment-là si la quête sera viable ou pas. Là, honnêtement, c'est pas très, on va dire, ce que je vais dire de la quête et tout, n'est pas forcément très pertinent, pour être honnête. Parce qu'il nous manque beaucoup d'informations là. Tu vois, pour les autres, j'ai su me débrouiller un peu, discuter par rapport à ce qu'on a, ce qu'on aura. Mais là, vraiment, il nous manque des informations. En tout cas, il me manque des informations sur les créatures à incarnation qui vont sortir et tout le tralala. Pour voir si la quête est faisable, si l'archétype est faisable. Ensuite, on parlera de la récompense, de ce que ça peut amener et tout. Pas de soucis. Alors, bien évidemment, le pouvoir héroïque. Pardon. Une fois que tu as joué 5 créatures avec réincarnation, tu obtiens Bandelette impériale. Bandelette, pardon. Pouvoir héroïque, invoque une copie 2-2 d'un serviteur allié. Donc tu choisis un serviteur allié et tu en invoques une copie 2-2. Tel quel. Genre qui bien évidemment nous rappelle, enfin qui fait directement référence à la quête qui a besoin de jouer des réincarnations. Mettre une bandelette impériale sur un serviteur avec réincarnation, c'est vraiment pas mal quoi. Parce que ça réussit. Si par exemple il y a un serviteur réincarnation, une 3-3 provocation, 3-3 bouclier divin réincarnation. Si j'invoque une copie 2-2 de ça, ça va être une 2-2 bouclier divin réincarnation. Et comme mon adversaire va la tuer après avoir cassé le bouclier divin et la tuer, il aura géré encore une 3-1 bouclier divin. Bien sûr, cette carte n'existe pas, je viens de l'inventer. Mais il y aura probablement des cartes réincarnation pénibles à tuer et bien à copier, quoi. On verra. La micro-momie. Voilà un exemple de réincarnation qui a été sorti pour le paladin. Et je le présente ici pour essayer d'expliquer un peu. Donc c'est une 1-2 pour 2, statistique faible, qui à la fin du tour donne plus 1 attaque à un autre serviteur allié aléatoire. Donc c'est une carte que tu poses si tu as déjà joué un tour 1. C'est une carte agressive un peu quand même.
et qui ne meurt pas facilement. Voilà. Donc c'est une carte qu'on va peut-être probablement jouer dans la quête parce qu'elle est ok, je pense. Et ouais, c'est une carte qui peut remplir la quête avec le Murloc qu'on verra. Bref, le Murloc 1-1 là. Tu joues Murloc 1-1, tu joues ça derrière, ça le buff. Ça peut être intéressant. La synergie a l'air intéressante, réincarnation. Difficile à aller chercher dans le board. Il y a de quoi faire. Alors, j'ai mis le prélat immortel. N'oublions pas, on parle de la quête là. Pourquoi j'ai mis le prélat immortel? Ça n'a rien à voir, c'est pas une réincarnation. C'est une carte à potentiel qui donne des sueurs aux guerriers, à tous les contrôles, qui est immortel, qui te sauve de la fatigue, qui peut devenir vraiment vite ingérable et très puissante pour 2. J'ai mis ce prélat immortel pour le pouvoir héroïque, tout simplement. Je me dis que si on a un prélat immortel buffé, pardon, genre on le buff, on lui met plus 4, des trucs comme ça et tout, ou des trucs avec Râle d'Agonie, invoque un truc comme ça, genre un buff, parce qu'il garde tous les enchantements, pas tous les sorts qu'on lui a mis dessus. C'est pas la même chose. Donc parfois on peut donner Râle d'Agonie à travers une créature, etc. Il y a des possibilités. Je les ai pas notées, je suis d'accord, mais il y a moyen de buff la créature. Ok? Même des buffs de. Supposons on donne bénédiction des rois à cette créature. Plus 4. Ça va devenir une 5-7, il me semble. Yes. Une 5-7 pour 2. Donc tu la rejoues, t'es content. Le truc, c'est que si tu joues bandelette impériale sur la carte, donc la 5-7 qui est sur le board, ça va faire une 2-2. Ça, il n'y a pas de souci. Elle va pas être buff. Par contre, quand elle va mourir, la 2-2, elle va revenir dans ton deck en tant que 5-7. Ça, c'est avec une bénédiction des rois. Parce que même si c'est une 2-2, elle garde les enchantements de la carte précédente sur laquelle tu l'as copié. Donc, si par exemple tu as lancé 4 bénédictions des rois, supposons, ça fait donc une 17-19. Tu l'invoques une copie, donc une 2-2. Quand elle va mourir, il y aura une autre 17-19 qui va être dans ton deck. Donc, en fait, à chaque fois que tu vas jouer le prélat immortel, tu vas jouer pouvoir héroïque dessus pour 4 de mana. 2 de mana et 2 de mana. C'est 4 de mana, ce n'est rien. Tu vas jouer un prélat dessus. Et elle va repartir dans ton deck. Comme ça, ton deck, il va se remplir, se remplir. Bon, un silence, Play des Murlocs, on n'en parle plus. Play des Murlocs, on n'en parle plus. Un silence au début sur une prélat immortelle aussi, c'est chiant et tout. Mais, je sais pas, je me dis que c'est peut-être le moment de sortir une sorte de paladin, fatigue intuable, super contrôle, qui one-shot tous les guerriers. On verra. Tout ce qui est contre le guerrier actuel, j'aime bien. Toutes les idées, en tout cas. Le héros de bronze. Pourquoi le héros de bronze? Avec le pouvoir héroïque, comme je vous l'ai dit, là on n'a pas assez de serviteurs avec réincarnation qui sont assez intéressants pour que je les mentionne et tout. C'est pour ça que là je me concentre sur ce qu'il y a, ce qui est possible, etc. Le héros de bronze, je le note parce que c'est une 3-2 pour toi, c'est pas ouf. Mais le truc c'est que si tu la copies, ça va être une 2-2 qui va te mettre 2-4-4 dans ta main. C'est très très value. Donc si tu joues ce genre de carte, même si je doute que tu joues un dragon comme ça, qui a rien à voir dans une... peut-être jouer la quête avec une synergie dragon. Peut-être, moi je sais pas. En tout cas, jouer ça pour 5 avec le pouvoir héroïque, ça fait que pour 5 de mana, tu as une 3-2, une 2-2 qui chacune te donne 2-4-4 dans ta main. C'est pas mal. À noter en tout cas. Mecha 9. Ça c'est intéressant. Donc si tu crées une 2-2 du Mecha 9, donc ça sera une 2-2 qui pourra non seulement attaquer, pas besoin de la magnétiser. Elle meurt et elle invoque une 8-8. Il n'y a rien à dire, c'est très fort. En plus, le luff, tu le poses, personne le trade en général, il fait peur, à moins qu'il soit silence. S'il n'est pas silence, tu mets direct le pouvoir héroïque dessus, ça fait deux menaces à gérer. Non, non, le Mecha 9, avec le pouvoir héroïque, il n'y a rien à dire. Le Fossoyeur. Alors, au tour 10, un Fossoyeur suivi du pouvoir héroïque, ça peut être vraiment, vraiment ouf. Surtout si le Fossoyeur, il a récupéré des puissants râles d'agonie, genre Kern, plus le Mecha 9, ça a été joué hein, au championnat du monde de l'année dernière. Il y avait quelqu'un qui a ramené un paladin Fossoyeur avec Mecha 9, avec Prélat Immortel, avec ce genre de truc. Avec le pouvoir héroïque, honnêtement, ça tient un truc de ouf parce que le Fossoyeur,
S'il a copié le Raldagoni du prélat immortel, il revient dans ton deck aussi, le Fossoyeur. Donc en fait, tu vas remettre, grâce à ça, deux Fossoyeurs dans ton deck, qui peut-être vont invoquer une 4-5 de Kern à chaque fois en partant. Ou peut-être, c'est très lent, je le conçois, c'est très lent. Mais c'est une alternative coriace à un guerrier très contrôle. Vraiment coriace. Vous me direz, ouais, il fait déjà ça. C'est vrai que le guerrier, il peut déjà faire ce genre de choses. Il peut, enfin, je veux dire, le paladin actuel peut déjà battre le guerrier s'il s'y met. Non, j'ai essayé, j'ai joué. Bon, tu gagnes quelques games, bien sûr. Mais pas toujours, bizarrement. Le guerrier est beaucoup trop fort en contrôle. Donc une alternative au paladin, encore plus contrôle, encore plus chiant, encore plus râle d'agonie, encore plus... Grâce à ça, ça va faire trembler les guerriers. Et toutes sortes de contrôles, bien sûr. Bon, Play du Murloc, on n'en parle plus. Bon, Play des Murlocs, on n'en parle plus. Ça, c'est une autre histoire. Ça, un board de Fossoyeur et tout, Play des Murlocs, on n'en parle plus. Bref. 2. J'ai mis 2. Bien évidemment, comme je l'ai dit, il me manque des informations. Je le précise. Et d'autant plus avec cette carte. Parce qu'on n'a pas assez de serviteurs avec réincarnation intéressants qui ont été dévoilés. En tout cas, qui puissent compléter la quête. Pas des réincarnations qui coûtent 10. Euh, il manque, je pense, de réincarnations pas trop chères. Genre 4, 3. Et qui peuvent être super intéressants à dédoubler. Avec le pouvoir héroïque. Pour le moment, je donne 2. J'y crois pas trop. De ce que j'ai vu, même de ce que j'ai avancé et tout, les trucs contrôle, en mode ouais, je mets des 2-2, c'est pas ouf. C'est pas ouf en fait. C'est pas une quête. Je sais que je vais comparer, c'est un blasphème ce que je vais dire, mais c'est pas la quête du voleur. Vos serviteurs sont 5-5 quoi. C'est un truc qui va impacter le reste de la partie, qui va donner une value de malade, une tempo de malade. Là, on est plus dans de la value. C'est un pouvoir héroïque. En fait, même le pouvoir héroïque est lent. Il est lent, la value. C'est un deck très lent. Je sais pas si. Je crois pas trop. Suivante. Sir Finlay des Sables. Sir Finlay des Sables. Le retour du Sir Finlay. Si vous vous rappelez, le Sir Finlay, une 1-3 pour 1. Cri de guerre découvre un pouvoir héroïque d'une autre classe et vous en choisissez un. Là, c'est 2-3 pour 2, donc des statistiques assez similaires, on va dire. Cri de guerre, si votre deck ne contient pas de carte en double, donc là il y a par contre une condition, c'est pas la même chose. Découvre un pouvoir héroïque amélioré. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà ce que c'est. J'ai trouvé une très belle photo qui montre tous les pouvoirs héroïques. Je la zoome pour en discuter avec vous. C'était avec la justice arquevrée, mais ce sont les mêmes pouvoirs héroïques. Donc nous en avons 9, un pour chaque classe. Et il est très intéressant de noter. Attendez, excusez-moi. Il est très intéressant de noter que on découvre un pouvoir héroïque amélioré. Donc, il est disponible. Sir Finlay, si je me souviens bien, c'est découvre un pouvoir héroïque d'une autre classe. Ce qui te donnait sur 8 possibilités, 3 choix. Là, on peut récupérer la main d'argent. Vous vous rappelez la main d'argent? Vous vous rappelez comment c'était, ce que ça faisait? Je vous laisse deviner. Bien évidemment, il y a 2 problèmes avec cette carte. 3 problèmes, pardon. 3. Premièrement, elle a un downside. Il faut jouer un deck avec une carte de chaque. Est-ce que le paladin en est capable? Je ne sais pas. Il faudra vérifier. J'ai l'intuition que oui, fait partie des classes qui peuvent se permettre ça parce qu'il a du sustain, il a des AOE avec des égalités, des micros, j'ai oublié comment ça s'appelle, des pyromanciens, ça peut se comboter. Il a de la value, il peut faire ça, je pense, contrairement à un chasseur et tout qu'on avait précédemment, qui était abominablement pas fait pour ça. Là, il peut. Ça, c'est le premier défaut. Donc, il a quand même, il y a un défaut de deck building, enfin pas un défaut, une contrainte, pardon, deck building. Deuxième problème, quand tu vas trouver la carte. Quand vas-tu trouver la carte? C'est-à-dire que c'est une carte, une 2-3 pour 2, c'est vrai. Jouer autour d'eux, c'est très bien et tout. Mais on oublie un détail. Qui nous dit qu'on aura cette carte dans la main de départ? Même si on la cherche au mulligan et tout. C'est vrai qu'on pourrait dire la même chose du Sir Finlay. Mais le Sir Finlay était dans des decks super agressifs qui, même s'ils n'avaient pas Sir Finlay, ils pouvaient aller dans la tête. Et que si tu avais Sir Finlay, t'augmentais ton win rate. Là, ça va être joué dans un deck probablement
pas aggro, on va pas se le cacher. Ou pas, on verra, on discutera plus tard. J'ai beaucoup parlé de cette carte, by the way. Et c'est une carte qui, encore une fois, elle pose le problème de on n'est pas sûr de l'avoir en main de départ. Contrairement à un Baku ou Gen Gristet, quand on se rappelle, activé dès le début, ça n'avait rien à voir, quoi. Le pouvoir héroïque était changé dès le début, c'est un monde entre cette carte et Baku, par exemple, qui donnait la main d'argent. Là, on peut récupérer la main d'argent, mais il est possible qu'on la récupère autour de 5, 10, 20, 15. On en vient au troisième problème de cette carte, l'aléatoire, tout simplement. On choisit 3 pouvoirs héroïques, on découvre, pardon, parmi 9. Ce qui te laisse une chance sur 3 d'obtenir un pouvoir en héroïque en particulier. Donc si tu joues euh, un paladin Reno, on va les appeler Reno les decks à un exemplaire. Un paladin Reno euh, en mode agressif avec la main d'argent, et tu espères avoir la main d'argent, et tu espères aussi avoir filé au début, ça te fait une chance sur 3 d'obtenir ça, plus un certain pourcentage de chance de l'avoir en main de départ, ce qui fait quand même peu de chance, surtout si ton deck tourne autour de ça. Et un deck Reno, donc avec un exemplaire de chaque carte, qui se permet de jouer agressif avec la main, ça m'étonnerait. Alors, maintenant que j'ai donné les 3 problèmes majeurs, je vais essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Donc, première solution. Appel de l'aventure. Un sort à 3 du paladin. Vous piochez le serviteur au coup le plus bas de votre deck, lui donne +2/+2. Pourquoi je parle de ça? Ça vient pallier au problème numéro 2, qui était on n'est pas sûr de l'avoir en main de départ. Simplement. Alors, il coûte 2. Le paladin, je pense qu'il peut tout simplement se permettre de ne pas jouer de cartes coûtant 1 de serviteur, clairement. On n'a pas la nécessité, même dans un paladin Reno. Il peut tout simplement jouer la carte qui pour 1 fait piocher 2 cartes qui ont 1 d'attaque. Des cartes probablement qui coûtent 3 ou plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que le Surfinlay soit la seule carte qui coûte 2. C'est un défi de deck building, je le conçois. Mais si c'est le cas, appel de l'aventure le ramène directement. Et le problème 2, donc de l'avoir dans la main, est réglé. Autre chose, Witchwood Paper, qui est Witchwood, la flûtiste du Witchwood, je crois, du bois maudit, je ne me rappelle plus. C'est en anglais, désolé. Donc, draw a minion from your deck with the lowest mana cost. C'est une carte qui va tout simplement en cri de guerre chercher la carte avec le coût le plus bas de votre deck. C'est la même chose que ça, sauf que ça ne donne pas +2/+2. Donc, moi, vu que c'est un deck Reno et que tu as 30 cartes différentes, donc 30 cartes différentes, tu vas probablement jouer l'appel de l'aventure et celle-ci pour augmenter tes chances de les avoir. Et donc, dans le cas où tu n'as pas Sir Finlay, car tu vas le chercher en mulligan, tu es sûr de l'avoir grâce à ces cartes. Ce qui augmente considérablement les chances de venir le chercher quand même. Donc voilà. Autre chose, le Mulrock Aileron Gourmet. Une carte inexistante que personne n'a parlé, que personne n'a trouvé une utilité, nulle, qui finalement peut se trouver très utile pour aller chercher le Murloc qu'on veut. Alors, moi, cette carte, je ne la conseille pas bien sûr à jouer avec celle-ci et celle-là. Je me dis qu'on peut tout simplement cut cela, donc l'appel de l'aventure et le Witchwood Paper, pour mettre d'autres choses, et mettre des créatures qui coûtent 1, des créatures qui coûtent 2, pas de souci, on n'a plus besoin de le mettre tout seul autour d'eux. Et ainsi jouer le Murloc Aileron Gourmet, qui va tout simplement être sûr de te ramener dans ton Surfinlay, et un autre Murloc, pourquoi pas, jouer autre chose, je ne sais pas. Je me dis pourquoi pas. Ça dépend, faudra faire des choix, faudra tester. Ça, c'est sûr, je vais tester. Je vais tester une version avec Mulrock et Aileron Gourmet pour me chercher ça sans être obligé de ne pas jouer tour 1 et tour 2. Je vais jouer une version avec Appel de l'aventure, Witchwood Paper. Je vais jouer une version avec Appel de l'aventure, pardon, plus Futis du bois maudit, plus ça, pour vraiment essayer de chercher mon Surfinlay. Et là, donc on n'a pas réglé, mais on a amélioré le problème 2. Qui était comment chercher Surfinlay, comment être sûr de l'avoir. Problème 1 maintenant. Enfin, problème 1, c'est pas réellement un problème, c'est le fait d'avoir une carte différente, jamais 2 fois la même carte dans le deck. On dit que le paladin, il pouvait peut-être s'en sortir. Problème numéro 3,
la RNG au moment de le jouer. Il y a plusieurs manières de pallier à ça. Première manière, jeune maître brasseur. Oui, c'est tiré par les cheveux, c'est lent, c'est value, c'est ce que tu veux, pas de souci. Déjà, une chose importante. Si tu joues Surf Inlay contre un aggro, ou que tu ne l'as pas en main de départ, ce n'est pas grave. Contre un aggro, si tu l'as, tant mieux. Si tu récupères le fameux défense stoïque ou soin, ou je sais pas moi, change forme sinistre, très bon contre aggro, tant mieux. Si tu l'as pas, c'est pas grave. Le but d'aggro, c'est de se défendre contre lui. C'est surtout, pardon, la manière dont il va te jouer contre contrôle qui est intéressante. Contrôle, mid-range, c'est essayer de chercher le pouvoir héroïque qui t'intéresse. Le jeune Matt Brazer va t'aider énormément. Parce que pouvoir rechoisir parmi trois possibles, c'est un énorme avantage, huge. Euh, je tiens à noter que c'est un deck Reno, encore une fois, qui est 30 cartes différentes. Donc, mettre un jeune Matt Bracer, c'est absolument pas déconnant. C'est pas une prise de risque. C'est une carte qui aura plusieurs cibles différentes dans le deck. Si tu construis bien ton deck, bien sûr. Il n'est pas là pour le Surf Inlay. Il est là pour lui, mais pas que, en fait. Tu vas mettre d'autres choses, peut-être ça, peut-être le jouer avec ça, je sais pas, autre chose. D'autres cris de guerre, il n'y a pas de souci. Il trouvera son utilité. Peut-être avec Elysiana, avec une pièce, à un moment. Il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, il peut donner contre un contrôle pour 4 de mana au tour 4, jouer ça, puis jouer sur Finlay dessus. On sait jamais, tu n'as pas le pouvoir héroïque que tu veux. Alors, on en vient à la différents types de pouvoirs héroïques. On a la première catégorie. Maintenant qu'on a donné les problèmes de Sir Finlay dans la première étape, qui consistait en 3 problèmes, qu'on a essayé de trouver des solutions à ces 3 problèmes, on va s'attaquer maintenant à comment l'utiliser. Donc supposons que tu l'as en main de départ, supposons que tu le joues, supposons que tu as le pouvoir héroïque que tu veux. Dans quelle situation ces pouvoirs héroïques peuvent être utilisés? Voilà, c'est ça maintenant la nouvelle problématique, problématique 2. 3 pouvoirs héroïques que j'ai mis ici, qui pour moi sont dans la même catégorie. Aggro. Tir baliste, pardon. Dague empoisonnée, la main d'argent. Ils sont les 3 dans des optiques d'aggro. La main d'argent peut plus s'apparenter à du mid-range, elle est un peu plus polyvalente, mais c'est de l'aggro. On va pas se cacher. Tu mets de 1-1 pour aller dans la tête. Dague empoisonnée, c'est dans la tête. Tir balistique, dans la tête. Totalement. Alors, ces 3-là, est-ce que la question qui se pose... Pardon. Ouf. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il est possible de faire un deck Reno qui soit agressif? Pour moi, la question est non. La réponse est non. Il n'est pas possible de faire un deck agressif sans avoir 2 cartes du même. Parce qu'il y a des cartes qui sont trop importantes à avoir pour mettre sur le board à stick. Mais tu peux faire un deck plus agressif que la normale. Ça, je suis d'accord. Après, ce qui est bien, c'est que si tu joues un deck agressif, tu as vraiment 3 pouvoirs héroïques qui sont intéressants. Tu n'es pas obligé de chercher le tir baliste. La dague empoisonnée est très ok, la main d'argent est très ok pour aggro aussi. Donc ce qui fait que tu auras 3 pouvoirs héroïques intéressants parmi 9. Ce qui augmentera tes chances. J'ai pas fait les calculs malheureusement. Je vais pas me lancer dans des calculs ici faux, même si je peux les faire, je pense, rapidement. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais je pense que les pourcentages de chances d'avoir un pouvoir héroïque parmi ces 3 est bien au-dessus de 50%. Faites-moi confiance. Si tu veux chercher un des 3. Suivante. Alors, là, c'est la deuxième catégorie. Je l'appelle la catégorie polyvalente. Le pouvoir héroïque du mage peut être servi comme aggro, tout comme il peut gérer des créatures et te permet de contrôler la game. Le connexion d'âme, j'ai hésité à le mettre en aggro parce que tu pioches, c'est vrai, mais tu prends pas de dégâts. Donc tu peux le jouer en mode pioche dégâts, vraiment aggro, tu pioches aggro, mais tu peux vraiment le jouer en mode contrôle. Outvalue ton adversaire, piocher, avoir une grosse main, jouer. Et le change-forme, c'est la définition du polyvalent. 2 d'attaque, 2 d'armure, il n'y a rien à dire, c'est super polyvalent. Donc voilà, ça, c'est des pouvoirs héroïques qui sont toujours cool à avoir. Quel que soit comment ton deck est construit. Agressivement, défensivement, ils sont cool. Et dernier, les contrôles. Soins, défense stoïque. Ils sont là réellement pour contrôler. Tu ne les joues que dans un deck contrôle. Tu es là pour te heal, pour heal tes créatures, ou pour te défense stoïque. Vraiment, ça c'est contrôle. Mais ni aggro, ni mid, rien. C'est contrôle. Ça c'est polyvalent, ça c'est truc.
Vous remarquerez qu'il manquera un pouvoir héroïque. Donc j'en ai mis 3 là, 3 là et 2 là. Celui du chaman. Je ne l'ai même pas mis. Enfin, il est là. Pouvoir héroïque invoque un totem de votre choix. Ne prenez jamais ça. Jamais. Jamais ne prenez ça. Ne prenez jamais ça dans aucune situation. Il est nul. Nul, nul. Voilà. Donc maintenant qu'on a cité les différents types de gameplay, je vais essayer d'apporter un argument à un pouvoir héroïque sous-estimé. Donc on est tous d'accord que le tir de baliste il a déjà fait ses preuves, la dague empoisonnée aussi, la main d'argent clairement, l'explosion de mage de rang 2 a déjà fait ses preuves, on sait que c'est fort, connexion d'âme pas trop, mais piocher pour 2 sans prendre de dégâts, ça peut pas être mauvais. Change forme sinistre, c'est très bon. Euh, le défense stoïque, peut-être le meilleur. Euh, le soin. Le soin. Sous-estimé, jamais été joué. Soin 4, parfois t'es full life. C'est vrai que c'est un truc que moi-même j'ai sous-estimé, mais j'ai, je me suis intéressé un peu plus. J'ai vu toutes les cartes, comme d'habitude, et j'ai trouvé des combos intéressantes, peut-être, que vous avez trouvé peut-être intéressantes. Première, Grand Prêtre Tekal. Dans un deck Reno, donc un deck à un exemplaire, encore une fois, tu as la place pour beaucoup de choses. Jouer un Grand Prêtre Tekal est limite, pas obligé, mais limite une très bonne idée. Jouer un Grand Prêtre Tekal, par exemple au tour 3, tu as 29 d'armure, 1-2 points de vie, tu as le temps de te heal avec d'autres sorts, parce que tu auras probablement du heal dans le deck Reno. Tu auras du heal et tout, donc Tekal ça m'a l'air d'être une bonne carte. Et ce qui rend d'autant plus cette carte bonne, c'est ce pouvoir héroïque. Parce que si tu le récupères et que tu as mis Tekal, tu peux très vite te remonter full life dans des tours à vide euh, et quand même à continuer à avoir ton armure quoi. Contre un guerrier, tu peux aller jusqu'à presque 60 de points de vie quoi, avec juste soin. C'est vrai qu'avec défense stoïque, ça peut être la même chose au final. Tu spam, tu spam, tu spam, je suis totalement d'accord, c'est très fort. Mais si t'as pas de défense stoïque, soin est peut-être une possibilité. Pareil pour le chevalier de verre. Une synergie où, qui est, comment dire, totalement oublié un peu le chevalier de verre. Mais avec le pouvoir héroïque du soin, ça devient vraiment un truc de ouf. Parce que si cette carte était en prêtre, c'est carnage quoi. Tu tapes, tu heal, tu tapes, tu heal. Bah là c'est possible. Tu tapes, tu le heal, tu tapes, tu heal, tu heal, tu heal n'importe quoi, il aura le bouclier divin. Si tu as l'ascendant sur le board, si c'est pas l'adversaire qui contrôle, tu peux vraiment contrôler comment sont faits les trades. Si, parce qu'un pouvoir bouclier divin, c'est pas tous les sorts qui viennent chercher ce genre de créatures. Et les créatures sur le board, si c'est toi qui as le board, enfin pas le board, c'est toi qui as l'ascendant, c'est-à-dire que les deux vous avez le board, mais que c'est toi qui prends les décisions de trade, le chevalier de verre va clairement te donner le board. Parce que tu tapes, tu heal, avec le pouvoir héroïque du heal, bien sûr. Donc je donne des arguments pour ce pouvoir héroïque. Et donc voilà la note de Sir Finlay. Clairement, probablement surestimé de ma part, je l'assume, mais une carte très intéressante en fait. Il y a tellement de possibilités. J'adore les decks Reno, pas Reno chasseur, oubliez s'il vous plaît, mais les Reno comme ça, un peu paladin, un peu mage et tout. Il y aura plein de cartes à essayer, il y aura plein de trucs à changer, il y aura peut-être du les gars, Murloc Elrond Gourmet quoi, c'est possible. Murloc, regardez-le, il va peut-être être joué. Regardez-le, il a du sel et du poivre. J'adore cette carte. Le Witchwood Paper peut-être. Il y a des possibilités, il y a plein de pouvoirs héroïques qui vont changer la phase des games. Aucune game ne sera différente. Ça, j'aime bien quand les games sont pas différentes, mais qui nécessitent un peu de réflexion. J'ai juste peur que ce soit pas assez consistant. J'ai peur que Finlay, on n'arrive pas à l'avoir de manière assez consistante, même avec les solutions que j'ai proposées, et qu'on se retrouve avec un deck tout simplement au-dessous des autres paladins, parce qu'eux, ils ont des cartes en double exemplaire, et que nous, la seule carte qu'on a qui bénéficie de ne pas avoir des cartes en double exemplaire ne soit pas assez présente ou ne n'ait pas assez d'impact. Qu'elle n'ait pas assez d'impact, ça j'en suis sûr que non. Avoir parmi ces pouvoirs héroïques, et surtout au tour 2, si tu le joues au tour 2, ça en vaut la peine. Contrairement au chasseur qui invoque un roi crush tour 7 et au mage qui invise 10 avec son Reno, ça en vaut clairement la peine. Si tu l'arrives à le choper tour 2 et tu le joues, pour toute la game, tu as un pouvoir héroïque évolué, c'est bien meilleur que les deux autres. Ça, je suis catégorique. La question, c'est est-ce qu'il sera assez stable, est-ce que le deck sera assez bien construit autour.
Ça, c'est un point d'interrogation. Mais je donne 4 étoiles parce que je trouve que la carte peut être très 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 forte. Et j'espère qu'ils vont mettre des cartes qui synergisent avec le fait de n'avoir qu'un seul exemplaire de cartes dans ton deck. Peut-être en neutre. Là encore une fois, il n'y a pas toutes les cartes qui sont sorties, hein, il en manque une cinquantaine, mais peut-être en neutre, je sais pas, une ou deux, trois cartes qui, si vous n'avez pas aucune carte en double exemplaire dans votre deck, vous soignent ou affichent des dégâts. Je ne sais pas, on verra. Très bonne carte, très intéressante, hâte de tester celle-là. Ça sent le poisson. Bon, ça sent le poisson, invoque 7 Murlocs de votre deck pour 8. C'est, je vous le dis tout de suite, c'est pas un point d'interrogation. C'est un mystère cette carte. C'est, je l'ai mis un peu comparé à tous les Murlocs de ta vie, même si c'est très 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 différent. C'est réinvoque 7 Murlocs détruits pendant cette partie. Ça permettait de le jouer dans des decks combo. Tu pouvais contrôler les Murlocs qui mouraient et ainsi avoir un deck OTK. Là, c'est pas la même chose. Tu mets, c'est un peu au hasard. Tu contrôles pas toujours ce qu'il y a dans ton deck et tout. Mais pour que ça soit viable, en tout cas, déjà, ça ne peut être joué comme un exemplaire. Ça, j'en suis quasiment sûr. Pour que ça soit viable, il faut que tu joues pas mal de Murlocs, quand même. Parce qu'il faut en tirer de la value. Et le fait que ça vide ton deck, les gens disent ouais c'est une bonne chose, mais ça le vide pour laisser piocher quoi? Est-ce que tu vas jouer un paladin Murloc contrôle avec Isera et tout? Ça vide ton deck quoi, mais tu joues quoi à côté? C'est ça, moi je me pose la question. Pour moi, c'est tu joues ça, tu joues Murloc, tu joues la tête. Tu vides ton deck, tu enlèves tous les Murlocs, t'as perdu quoi s'il le trade. Je sais pas, on verra. J'ai comparé aussi à Bourbi Ninja, carte très sous-estimée de Gadgetzan. Camouflage invoque 2 Murlocs de votre deck chaque fois qu'il attaque et tue un serviteur. Donc, pour 5, il fait à peu près 2 serviteurs. Bon, il peut le faire plusieurs fois, bien sûr. Mais il peut poser, il était camouflé, mais il pouvait se faire tuer. Parfois, il avait 2 d'attaque, ça suffisait pas à tuer un serviteur. Et pourtant, il était bon. Bon, il y avait des Murlocs un peu meilleurs à l'époque et tout. Notamment le Murloc War Leader qui donnait un point de vie à tous les Murlocs, ce qui était totalement différent. Mais pour les comparer, je trouve que cette carte est vraiment, sur le papier, 7 créatures pour 8. Bon. Et je l'ai comparé à ça. Ça, pour moi, c'est une bonne comparaison. Parce que j'ai montré, je fais exprès d'ailleurs de montrer qu'elle a été nerf pour vous rappeler que c'était très, très, très fort pour 4. Ça a invoqué 3 de serviteurs pardon, qui coûtent 2 cristaux ou moins sur ton côté de ton board. Bon, ça a invoqué 3 serviteurs pour 4. On va pas comparer avec celle qui coûte 8. Celle qui coûte 8, c'est vrai que celle qui coûte 4, voilà, quand ça coûte 4, ça vient au tour 4, ça invoque 3 T2 quasiment, c'est super fort. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Ça va t'invoquer des Murlocs qui coûtent entre guillemets 2 ou moins, encore parfois mieux. Parfois tu auras, bon, pas lui, mais putain, attends, si un Furlet est dans le deck, non, ça marche pas. Ça va t'invoquer lui, de ton deck, ce qui est un tour 4, c'est très très bien. Ça va t'invoquer le War Leader, ça va t'invoquer de bonnes cartes. Il n'y en a pas tant que ça des Murlocs, peut-être vont-ils en rajouter encore, mais ça peut t'invoquer des cartes qui coûtent 4, 3. C'est dans un certain sens un peu plus value que ça parfois. Mais ça vient beaucoup plus tard, c'est ça le souci. Ça invoque 7. Franchement, la note normalement, ouais, c'est ça. Alors, vous voyez ici 5 étoiles et vous voyez ici une étoile. C'est. J'avoue ne pas m'être décidé, c'est entre 1 et 5 la note. C'est super. C'est super, comment dire, intéressant de ma part de dire ça. C'est vraiment de la lâcheté, on va pas se le cacher parce que, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, genre, ça peut être une étoile, ça peut être vraiment nul, une carte troll, genre nul, nul, nul. Genre mystère glacé, quoi. Tu vois le niveau, mystère glacé. Ne fais rien pour vite. Ça peut être 5, ça peut être destructeur, ça peut être tu le joues, ça invoque une porte du murloc, le gars il galère à le gérer, t'en joues un deuxième peut-être, je sais pas savoir, tu ramènes un board, tu le tues. Moi je l'approcherais plus de 1 que de 5, ça c'est mon avis. J'ai dit comme quoi voilà la différence, mais moi il s'approche plus de 1 que de 5. Ça peut être ouf, mais je crois pas. Carte suivante. Alors, Micro-Momie, on l'a vu tout à l'heure, notamment pour la quête.
qui est une 1-2 réincarnation pour 2, qui à la fin de votre tour donne plus 1 attaque à notre serviteur. Comparaison directe avec le maître fabricant d'épée, qui est donc une 1-3 pour 2 qui donne à la fin de votre tour 1 d'attaque à notre serviteur. On va pas se le cacher, comparaison, celle-là est beaucoup meilleure, est bien meilleure. C'est donc une 1-2 qui, quand elle meurt, devient une 1-1, donc difficile à venir gérer. Et en plus, elle a un buff de fin de tour, ce qui fait que c'est tant mieux, vu qu'elle est difficile à venir gérer rapidement. Ça, c'est nul. Voilà. Euh, Pourquoi je mets cette carte maintenant qui la compare? Parce que, pas la compare, pardon, qui synergise. Parce que c'est un tour 2. Et ça, c'est un tour 3. Donc pour moi, c'est le meilleur sur lequel synergiser. C'est 5 points de vie ajoutés à une créature qui a un effet de fin de tour. Certes, pas le meilleur effet de fin de tour du jeu, mais ça vient en curve, genre 2-3. C'est un mecha, bien sûr, donc ça se magnétise. Je trouve que c'est le meilleur truc à magnétiser dessus, quoi. Très fort. Alors, j'ai mis l'Ascendante de l'Ombre, qui est une carte prête qui a disparu du Frozen Throne, qui est une carte prête, qui à la fin du tour donne plus 1 à un autre serviteur allié aléatoire. Donc ça, c'est une 2-2 pour 2, ça c'est une 1-2 pour 2 qui ressuscite. Ce body est meilleur avec la réincarnation, bien sûr, mais l'autre, elle donnait plus 2. Et c'était pas trop joué. Et le truc, c'est que c'était en prêtre, ça n'a rien à voir avec le paladin. Le paladin, il peut prendre le board, notamment avec ne serait-ce que le deck mecha actuel. Pose des mecha tour 1, tour 2, il magnétise, magnétise, magnétise. Là, je l'ai comparé juste par rapport à l'effet, mais les classes sont à 10 années-lumière par rapport à leur game style. Donc en fait, le micro-momile, lui, il a totalement sa place dans le paladin, je pense, notamment mecha. Tu poses ça, tu magnétises dessus, parce que c'est un mecha vraiment difficile à venir chercher. C'est un peu comme le Kanguro Boot, Kanguro Bot, c'est ça? Je me rappelle plus. Qui est une 1-1 pour 1 Ral d'Agonie avec une 1-1 mecha. C'est abominable, c'est impossible à venir chercher au tour 1. Tour 2, c'est quasiment impossible, ça aussi. Donc, t'es sûr d'avoir une cible à magnétiser. En plus, ça combote super bien avec le Kanguro Bot. Tu poses le Kanguro Bot 1, tu poses ça 2, ce qui va le buff parce qu'il y aura probablement, il va rester. Tour 3, tu vas venir peut-être mettre ça ou un autre truc, ça va rester, ça va buff. Il aura toujours une cible de quoi buff. Ça va être agressif, ça va être pas mal ça, hein. J'ai mis 3 étoiles. C'est une carte très correcte, très cool. Moi, je sais pas dans le réincarnation que je la vois. C'est vraiment parce que c'est un mecha que je trouve qu'elle est forte. Elle va se faire magnétiser, elle est pas mal. Mais c'est pas une carte de fou non plus. C'est ça le truc. C'est que c'est une bonne carte. C'est pas une carte de fou, quoi. C'est une carte qui va venir rendre un archétype. Elle a sa place. C'est vrai que là, je la vois déjà dans sa place quelque part. Mais c'est pas la carte qui va augmenter drastiquement le win rate d'un deck. C'est mon avis. Elle va venir ajouter de la force. Mais voilà, sans plus. Carte suivante. Alors, le paladin a eu 3 cartes. Un tour 1, un tour 2, un tour 3 qui ont les 3 un point de vie. Peut-être vont-ils faire une synergie avec ça, je ne sais pas. Mais qui sont donc dans une optique très agressive, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu les mechas ou réincarnation. On va les étudier assez rapidement parce qu'ils sont un peu fades, je trouve. Zélote Hardy, une 2-1 pour 1. Chaque fois que vous invoquez un serviteur, gagne plus 1 attaque. Ok. Donc ça peut vraiment rapidement devenir gros et taper fort, j'avoue. Mais ça a un point de vie. Une 2-1 pour 1. Donc la meilleure pour moi synergie avec, c'est ça, bizarrement. C'est une 2-1 qui va non seulement venir la protéger, un tour après, parce que c'est une 2 d'attaque, donc elle va venir ruer, elle va venir taper dans une créature en face, et en plus elle va s'invoquer elle-même, puis invoquer un Murloc 1-1. Ce qui fera passer l'attaque de cette créature à 4. Donc si tu joues contre une classe qui n'est pas mage, druide ou voleur, qui vont venir tout de suite tuer cette créature et qui est inutile à ce moment-là, inutile, tu joues ça, si tu joues contre un autre deck par exemple, je ne sais pas, agressif ou qui pose un truc ou pas forcément, tu peux rapidement mettre 4 de dégâts. Déjà, bon point. Deuxième bon point, cette carte, qui est une carte qui invoque 3 créatures, fera passer son attaque à elle toute seule à 5. Donc si tu joues ça et que tu tapes à 5, cette carte a déjà fait son taf, bien plus que ça. Elle a déjà mis à peu près, je pense que si elle met 4 de dégâts, elle a déjà fait son taf. Même si bon, 1 de dégâts, inflige 4, je sais même pas si ça serait joué dans un deck qui veut prendre le board en fait, parce que c'est bizarre. Cette carte est bizarre. Elle peut mettre des dégâts rapidement, elle a été créée pour ça clairement, pour mettre des dégâts et mourir.
Mais je sais pas. Sweeping. Bon. Donc ouais, ça c'est bon avec. Et ça. Ça, je retire ce que j'ai dit, c'est mieux que le Monturion des parias. Ça c'est mieux parce que ça vient autour de juste après et ça la protège. Et ça, protéger, ça change tout. Parce que un point de vie, c'est ça sa faiblesse et ce qui la rend nulle, je pense. Mais le fait de lui donner bouclier divin, elle va venir prendre un trade super avantageux vu que ça elle va grossir 3-1, puis au tour 3 tu vas peut-être jouer ça, ça va devenir une 6-1 bouclier divin si elle n'est pas trade. Ça, c'est la meilleure carte pour elle, clairement. 2 étoiles, j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas, c'est pas la agressif, pas du tout. Même si les synergies que j'ai dites sont cool, ça peut être. Non. De 1 pour 1, non. J'ai mis 2, j'ai pas mis une étoile là. J'ai pas mis une étoile. Pourquoi? Un peu de potentiel, un peu, je dis. Peut-être. C'est vrai qu'une étoile, c'est nul, on la verra jamais, c'est pas fun, c'est catastrophique pour moi. C'est pas équilibré. Par contre, 2 étoiles, peut-être, avec ce que je viens de dire, j'y crois. Pas un, je sais pas, j'y crois. Il y aura un deck qui va te jouer de temps en temps, full face. Il y aura des animaux qui vont jouer ce genre de deck. Full face avec ça, ça peut passer parfois. Voilà. N'oublions pas que c'est un tour 1 qui peut quand même te donner la victoire à lui tout seul. Il n'y a pas beaucoup de tours 1 qui font ça. Mais bon, même si c'est rare, ça peut arriver. 2 étoiles. Alors, le fierté de Salette. Ral d'Agony, vous piochez 2 serviteurs, un cristal dans votre deck. Une 3-1 pour 3. Donc pour 3, tu as une 3-1 qui te fait piocher 2 cartes de ton deck. Ok. Ça nous rappelle le gardien Tolvir qui était une 3-5 pour 5, qui vous piochez 2 serviteurs, un cristal dans votre deck. Donc c'est la même chose, sauf que ça c'est en cri de guerre, l'autre c'est en Ral d'Agonie. Pour, elle a 4 PV en plus, elle coûte 2 de plus, et elle le fait en cri de guerre. La carte Tolvir était mieux. Et en plus, elle a été créée dans un optique de deck chasseur, quête à l'époque et tout. Alors, sans plus tarder, ouais, je voulais la comparer à ça. Donc pour un mana, tu as cristallographie, vous piochez 2 serviteurs, un d'attaque dans votre deck. Donc pour un mana, tu pioches 2 serviteurs précis. Et directement, tu les as dans ta main. Alors que là, tu la joues pour 3, c'est une 3-1, body dégueulasse. Et quand elle meurt, tu as les créatures. Une étoile. Là, c'est même pas 2 étoiles, c'est une étoile. Injoué, injouable, nul. 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 Intelligence des arcanes, c'est bien meilleur. Nul. Et intelligence des arcanes, ça s'est jamais joué dans un deck agressif. Nul. Ah, la bénédiction du pharaon. C'est un sort qui est sorti hier, je pense. Et je l'ai ajouté hier, donc rapidement, pour essayer de faire la vidéo. Donc j'ai fait une analyse. Je l'ai comparé normalement. Ouais, je l'ai comparé au destrier à pointe, vous allez voir. Donne plus 4, bouclier divin et provocation à un serviteur. Ok. Ok, pour 6. Destrier à pointe, donne +2, +6, provocation à un serviteur quand il est détruit, invoque un stégosa. C'est débile de les comparer, je suis d'accord avec vous si vous vous dites ça. Cette carte était trop cheat, elle était trop cheat, en marin c'était trop cheat. Juger cette carte par rapport à cette carte, c'est une erreur. Mais c'est pour vous dire la différence, le niveau de différence. À quel point cette carte était bien meilleure que ça. C'est pour vous mettre, pour vous expliquer un peu, vous mettre dans le bain. Euh, c'est une bénédiction des rois qui donne bouclier divin et provocation pour 2 de plus. Est-ce que c'est rentable? Je ne crois pas. Bénédiction des rois est une carte déjà qui peine à être vue. Elle est pas mal, hein, mais peine clairement à être vue. Et là, c'est dans une optique plus défensive. Et pour 2 de plus. Une synergie que j'ai vue, il me semble, c'était avec Shirvala. Ouais. C'est un sort qui coûte 6, donc ça réduit Shirvala. Ça, c'est un bon point, je suis d'accord. Dans un deck, je sais pas, Shirvala, ou qui jouait Shirvala en mode. Ah, peut-être dans le deck Reno, maintenant que j'y pense. Dans un deck Reno, je pourrais jouer Shirvala. Et tu pourrais jouer ça. En mode, voilà, si j'ai un truc qui stick sur le board. C'est pas mal. Et je l'ai comparé, il me semble, au commandant d'argent. 4-2, charge bouclier divin. Pour moi, c'est une bonne comparaison parce que ça coûte 6 dans les deux cas. Et que ça donne +4 d'attaque, donc. Bouclier divin aussi, provocation c'est un en plus. C'est à peu près la même chose, sauf que l'autre, t'as pas besoin d'avoir une créature sur le board. Tu la joues et tu tapes direct. Donc je pense honnêtement que le commandant d'argent est une meilleure carte. Le commandant d'argent, qui n'est pas une carte ouf. Je pense que c'est une meilleure carte que celle-là. Parce que celle-là, tu as besoin d'avoir un board. Tu n'as pas un board, c'est catastrophique.
Bien sûr, avec le pouvoir héroïque, tour 8, on a déjà vu avec ça. C'est, je suis d'accord avec vous, ça peut marcher, mais pouvoir héroïque, ça, c'est une 5-5, bouclier divin, taunt. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ça, je pense que c'est un peu meilleur. C'est plus polyvalent, c'est. Bref, 2 étoiles. J'ai pas mis 1 étoile, j'ai mis 2 étoiles par rapport à Shirvala, le fait que ça soit joué peut-être dans un paladin où il y aura de la place, donc un paladin Reno, auquel, pas je crois, mais auquel j'ai de l'espoir. Euh, on a. Ouais, si tu veux, c'est pour ça que j'ai mis 2. C'est mauvais, voilà, sans plus. Et la dernière carte, il me semble, la Reine Guêpe des Sables. Alors cette carte est intéressante par rapport aux deux autres, le tour 1 et le tour 3. Ça c'est une 3-1 pour 2, donc les mêmes statistiques que l'autre tour 3 dégueulasse. Donc c'est une 3-1 pour 2. C'est un peu plus acceptable, même si c'est les statistiques d'un tour 1, une 3-1. Ajoute cri de guerre, c'est en cri de guerre, pas en râle d'agonie. Ajoute 2 guêpes 1-1, 2 guêpes 2-1 pardon, dans votre nom. Qui sont des bêtes sans texte, qui coûtent 1, les 2-1. Donc 2-2-1 pour 1. Comparaison directe avec Casse-Noisette. Casse-Noisette, c'est une 2-1 pour 1 qui est un body bien meilleur que ça. Mais vraiment bien meilleur. Hein. 1 point de vie pour 1, 2-1, ça n'a rien à voir avec une 3-1 pour 2. Vraiment. Il y a une vraie différence. Et qui donne 2-1-1 dans ta main, mais en râle d'agonie. C'est vrai qu'en tour 1 c'est très fort, mais un peu plus tard ça commence à. C'est lent un peu. Alors que là c'est en cri de guerre. Donc il y a des qualités qu'elle n'a pas. Alors que cette carte est une carte abominablement cheat Android. Après, le druide il profite plus du fait d'avoir des créatures en main, de les poser, les buffs, je suis d'accord. Mais ça, c'est une carte intéressante. Et dans une optique, peut-être pas de buff sur le board, mais de buff les cartes la main, le paladin sait faire. On a le héros de bronze qui aussi te donne des dragons dans la main. Donc on a déjà ça et ça, ce qui fait 4 créatures dans la main possiblement, au tour 3. Et on a la carte qui a été buff, le technicien Bripière, qui maintenant coûte 5, qui donne plus 2 à toutes les créatures de ta main. Donc on peut imaginer un nouvel archétype de hand buff, Gramigoon, pour ceux qui s'en rappellent. Peut-être, parce qu'une 3-1 qui met 2-1-1, c'est pas choquant. Ça, c'est pas choquant à jouer. Les buffs, c'est absolument pas choquant. C'est curvé, ça peut venir ce cas. Ça peut donner quelque chose. Avec un géant des montagnes, je sais pas si je l'ai mis. Je l'ai mis, heureusement. Un géant des montagnes. Jouer ça, qui te donne directement 2 cartes dans la main. Ça, qui te remet 2 cartes dans la main. Le géant des montagnes, va pas coûter cher longtemps. Ça peut être pas mal en paladin, qui sait. Bon, ça n'a jamais été joué, mais à tester avec un hand buff, ça peut se faire test. Tout en étant une carte qui peut être jouée dans les decks agressifs, bien sûr. Même si je trouve ça un peu lent. Je trouve que c'est mieux dans l'optique hand buff, etc. Et je lui donne 3 étoiles, mieux que les autres. Parce qu'elle a du potentiel. Elle n'a pas un deck qui l'attend, encore une fois. C'est pour ça qu'elle n'a pas 4 étoiles. Et elle n'est pas assez forte pour avoir 4 étoiles, clairement. Mais elle a du potentiel et elle peut être une des cartes clés, non, une des cartes, un des piliers d'un nouvel archétype. Voilà, c'est pour ça que je mets 3, parce que ça peut être vraiment cool. Ça va jamais être cheat, ça peut être vraiment cool que cette carte puisse aider un archétype à ne voir le jour, qui n'existe pas. Et j'ai mis ça comme dernière carte, pour essayer d'expliquer encore une fois le wild. De temps en temps, je parle du wild, j'avoue. Je joue jamais en wild, je vous l'avoue. Mais je me pose des questions. Il faut qu'un jour je discute avec des gens du wild. Si quelqu'un regarde cette vidéo et qu'il est un joueur de wild, dis-moi, genre, est-ce que tu penses que Blizzard en a quelque chose à faire, quoi, du wild? Est-ce qu'ils s'en foutent? Parce que Régisseuse de Sombre Comté, avec ça, qui lui donne des 2-1 en plus dans la main, qui ont un point de vie, qui vont venir bouclier divin, pardon, euh, avec les nouvelles cartes, ça, ah là là, ça doit être un enfer, un enfer, un enfer. Ça doit être vraiment un enfer, quoi. Donc, quoi, s'il y a une personne qui joue en wild et tout, dis-moi ce que Blizzard. Et le match secret, je sais pas si t'as vu la vidéo du match aussi. C'est n'importe quoi. Bref. Donc, ouais, le paladin dans l'ensemble, correct, je dirais. Correct. Il a eu les 3 dernières cartes là qui pour moi sont très très moyennes, mais juste avant, il a eu un mecha intéressant. Murloc, on sait pas, ça peut être destructeur ou nul. Le Sir Murley, moi j'y crois, vas-y, je dis j'y crois.
même si je veux y croire. Je fais une longue présentation dessus. Et la quête, on verra, même si j'y crois pas moyen, mais on verra vraiment la quête. Paladin dans l'ensemble, ok. Voilà. Donc là, on va passer à une autre vidéo. À la prochaine vidéo, probablement, il y aura le bourrin avec moi. Enfin, j'espère. Et on va faire donc les deux dernières classes, prêtre et voleur. J'ai fait des trucs intéressants en prêtre. Notamment, j'ai trouvé une combo que je pense que personne n'a trouvé. Bon, je suis peut-être un peu prétentieux, mais je l'ai trouvé. J'ai regardé toute la collection. À chaque carte que j'essaie d'analyser, je regarde toute la collection wild et tout. Je tourne, je tourne. Et j'ai trouvé un truc qui m'a vraiment fait rire. J'espère que, j'espère que ça va. J'espère que d'autres gens, c'est pas connu, que tout le monde ne sait pas que cette combo fonctionne. Et il restera aussi la vidéo sur les monstres neutres. Ce qui fera qu'on aura analysé à peu près 80 cartes. Il manquera les 35 dernières. Je sais pas si je les ferai parce qu'il va partir en vacances, la brute, le bourrin, pardon. Et on verra. Hop, je crois qu'on va finir là-dessus. Autre chose à montrer? Non, non, c'est tout. À toutes.